Éric Anceau, j'enseigne l'histoire contemporaine à Sorbonne Université, plus précisément l'histoire politique et sociale de la France et de l'Europe au XIXe et au XXe siècle. Et je suis ici pour vous présenter mon dernier livre, sorti il y a un mois, Les élites françaises, des Lumières au grand confinement, un livre qui est sorti chez Passé Composé. Et il s'agit dans ce livre de se questionner sur un problème actuel, celui des élites, une défiance vis-à-vis des élites, et de donner à ce sujet une profondeur historique sur 3 siècles, c'est-à-dire de partir de 1720 pour aller jusqu'à 2020. Alors voilà très longtemps que la notion d'élite a été définie en France. On peut remonter à Chrétien de Troyes au XIIe siècle, à Christine de Pisan au XIVe siècle. Et déjà, c'est ça qui est très intéressant, dès cette époque, la notion telle que nous la connaissons aujourd'hui est définie. C'est à la fois, c'est deux choses, hein, les élites, c'est à la fois la fine fleur de la société, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent et leur entourage immédiat, et c'est d'autre part eh bien, les meilleurs de chacune des catégories sociales. Hein. On parlera de l'élite, par exemple, de l'artisanat, mais également de l'élite de la chevalerie à l'époque, etc., etc. Les deux notions sont aujourd'hui restées, bien évidemment. Alors, à l'époque que je démarre, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, on parle parfois d'aristocratie, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs. On parle parfois d'oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement du petit nombre. Et bien évidemment, les termes d'aristocratie et d'oligarchie ont, quand on remonte à l'étymologie des termes, encore aujourd'hui une forme de pertinence, même s'ils sont extrêmement péjoratifs quand on les applique à nos élites. Dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire jusqu'en 1789, du temps de la monarchie absolue, eh bien, qui fait partie de l'élite? Ceux qui, par la naissance, appartiennent aux ordres privilégiés, surtout au deuxième ordre, c'est-à-dire la noblesse. Il y a également le clergé, et le haut clergé est issu presque exclusivement, justement, de cette noblesse. Et il y a une rupture absolument fondamentale, c'est la Grande Révolution, la Révolution de 1789, et en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, puisqu'elle pose, elle est très courte, hein, elle a 17 articles, dès son article 1, le fait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne sont plus désormais fondées sur la naissance. Et l'article 6 indique même que c'est en fonction des vertus, en fonction des qualités sociales que l'on va exercer telle profession ou telle autre. Donc là, on a une rupture absolument majeure et on a également un basculement, c'est-à-dire que désormais feront partie des élites essentiellement la classe intermédiaire de la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire les bourgeois et plus les aristocrates et plus les nobles. Alors les théoriciens italiens, et en particulier Vilfredo Pareto, dans un certain nombre d'ouvrages majeurs, hein, on pensera par exemple à son manuel d'économie politique ou à son traité de sociologie générale, a dit que les élites existaient, bien évidemment, ces théoriciens italiens sont des théoriciens élitaires. Et ils ont montré que dans chaque société existaient des élites. Simplement, ce que dit Pareto, ce que disent les autres, c'est que ces élites sont mortelles. Il existe une circulation des élites. Et Pareto a cette métaphore du fleuve qui s'écoule, emportant d'anciennes élites pour faire place à de nouvelles élites. Et c'est ce qu'on constate avec la Révolution française. L'aristocratie, la noblesse va céder la place désormais à la bourgeoisie. Bourgeoisie qui a été associée au pouvoir sous l'Ancien Régime, mais qui d'une certaine façon était bridée et ne pouvait pas accéder aux plus hautes fonctions. Cela sera désormais le cas, et avec différents avatars, au XIXe et au XXe siècle, c'est toujours la bourgeoisie qui gouverne. Alors, l'histoire de France moderne et contemporaine, c'est un jeu à trois.
C'est un jeu entre le pouvoir exécutif, d'une part, les élites qui sont au centre et le peuple. Sous l'Ancien Régime, le peuple est totalement bridé, mais à partir de 1789, il va s'affirmer sur l'avant-scène, et c'est le peuple qui va, je dirais au sein même de l'élite, promouvoir une catégorie qu'on pourrait qualifier de contre-élite, qui va s'imposer sur l'élite qui jusque-là était dominante, en l'occurrence la bourgeoisie. Et toute l'histoire du 19e et du 20e siècle, c'est ce jeu à trois qui se rejoue, les élites étant en position pivotale, elles peuvent se retrouver, c'est le cas le plus souvent, du côté du pouvoir exécutif, et le plus souvent le pouvoir exécutif est directement issu d'ailleurs de ces élites, et à d'autres moments, au sein même de l'élite, une sous-catégorie va s'appuyer sur le peuple eh bien, pour renverser l'élite dominante. Et c'est tout ce jeu que j'essaie de montrer en fait dans mon livre, 19e et 20e siècle en particulier. Il y a quelques rares moments de confiance, je dirais presque de communion entre le peuple et ses élites. On pensera à la fête de la Fédération en 1790, on pensera aux Trois Glorieuses en 1830, on pensera au Printemps des Peuples, à l'illusion lyrique du Printemps des Peuples en 1848, on pensera à l'Union sacrée en 1914, au gouvernement Poincaré en 1926, ou plus près de nous, à l'apogée de la République gaullienne dans les années 1960. Mais c'est bien plutôt la défiance qui domine sur le temps long de ces 3 siècles. J'ai d'ailleurs intitulé mon introduction et mon avant-propos « 3 siècles de défis et de défiance ». Et je dirais le défi de ces élites, c'est de retrouver, d'essayer d'obtenir, c'est le Graal pour elles, la confiance en fait du peuple. Le peuple se méfie de ces élites, car il considère que ces élites, très largement, manquent à leur devoir. La franc-maçonnerie est présente au sein des élites. Bien évidemment, le fait d'appartenir à un réseau, et à un réseau semi-secret ou secret, peut aider à, je dirais, promouvoir certaines personnalités et s'entraider. Il y a malgré tout énormément de fantasmes dans l'idée que les francs-maçons gouverneraient la France. À plusieurs reprises, le thème a été évoqué. Cela relève, comme je le disais, du fantasme et un petit peu du complot. L'abbé Baruel, par exemple, pendant la Révolution, en 1798-1799, depuis l'exil, a publié un pamphlet à Hambourg où il disait qu'il y avait cette franc-maçonnerie derrière la Révolution de 1789. Alors, un certain nombre de révolutionnaires étaient effectivement francs-maçons, à commencer par le duc d'Orléans, le fameux parti d'Orléans, qui a contribué par les journées d'octobre à renverser le roi Louis XVI, et le duc d'Orléans a même été régicide. Un autre moment fort de l'intervention de la franc-maçonnerie dans le pouvoir, c'est le gouvernement de défense nationale du 4 septembre 1870, le renversement du Second Empire à la faveur de la guerre franco-allemande. Dans ce gouvernement de défense nationale, vous n'avez quasiment que des francs-maçons, même si certains sont de conversion récente. Je pense à Gambetta, qui était devenu franc-maçon en 1869, mais vous avez également Crémieux, qui appartient au suprême conseil du rite écossais, donc l'autre grande obédience à côté du Grand Orient, et il en était le principal responsable en France. Et puis dans les années 80, quand la gauche est arrivée au pouvoir, l'élite rose comprenait un certain nombre de personnalités de la maçonnerie. Alors, ça a pu jouer à certains moments donnés, c'est ce que je disais, et le phénomène des réseaux, mais ce phénomène des réseaux n'est pas propre, en fait, à la franc-maçonnerie. Et on constate sur le temps long que les maçons ne sont pas si présents que cela dans nos élites gouvernantes. J'entends par là les élites dirigeantes, le pouvoir, le gouvernement, les ministres. Parmi les moments de faillite des élites, il faut ici distinguer tout particulièrement les guerres. Parménide disait dans l'Antiquité que la guerre est le suprême combat et l'ultime révélateur parfois de problèmes ou de grandeur. L'inverse est aussi vrai. Et il se trouve qu'à l'époque contemporaine, nos guerres ont malheureusement été des guerres
perdues pour au moins 2 d'entre elles, et elles ont été perdues toujours contre le même adversaire, c'est-à-dire l'Allemagne. 1870 a été un cruel révélateur de la faillite de nos élites à la fois politiques, administrative et militaire. Et on retrouve le même phénomène à 70 ans de distance, et de ce point de vue, c'est tout à fait fascinant, parce que c'est l'encadrement de la Troisième République, elle est fondée en 1870, et elle se termine par une débâcle, une autre débâcle, celle de 1940, qui a donné à Marc Bloch l'occasion de publier l'un de ses plus grands livres, L'étrange défaite, où toutes les élites de l'époque en prennent pour leur grade. Alors l'exception serait la Grande Guerre, la guerre de 14-18, mais je rappellerai qu'en 1914, eh bien, on a frôlé là aussi le drame. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois, nos élites sont réformées. Je prends l'exemple de la guerre de 1870. On a créé au lendemain l'École libre des sciences politiques, devenue depuis Sciences Po Paris. On a créé l'École supérieure de guerre pour avoir enfin de vrais stratèges à la tête de notre armée. Eh bien, ce sont des élites issues de l'École libre des sciences politiques et de l'École supérieure de guerre qui nous emmèneront à un autre désastre en 1940. Donc, vous voyez, il y a des récurrences. Alors, la Troisième République, qui a commencé par elle, donc à partir de 1870, a promu le mérite. Elle a dit qu'elle allait être le régime au sein duquel, en héritage de 1789, les meilleurs allaient pouvoir exercer les responsabilités. Alors il faut faire attention à ne pas faire du littéralisme excessif, mais le terme de méritocratie n'apparaîtra que bien plus tard, dans les années 1960, et d'importation américaine. C'est Alain Peyrefitte qui l'utilisera, le ministre du général de Gaulle, dans les années 1960. Il n'empêche que ce mérite est promu et porté au pinacle par les hommes de la Troisième République. Et effectivement, l'école de la République, mais je serais tenté de dire c'était déjà le cas sous les régimes antérieurs, a pu promouvoir des fils du peuple qui ont accédé aux fonctions gouvernementales. Et elle l'a fait dans de plus grandes proportions. Il y a là indéniablement une forme de démocratisation. Mais malgré tout, le phénomène est largement amplifié, je dirais, par une forme de propagande élitaire et du régime lui-même, du régime républicain. Vous savez, Pierre Bourdieu n'a pas totalement tort dans ses grands écrits qu'il publie à partir des années 1960. On pensera par exemple eh bien, à la reproduction qu'il publie avec Jean-Claude Passeron en 1970, ou à la noblesse d'État en 1989, et où il dénonçait le fait que ce sont en fait toujours les mêmes que l'on retrouve au pouvoir, cette bourgeoisie qui bénéficie d'un triple capital, hein, un capital qui est un capital culturel, parce qu'elles ont fait les plus hautes études, les élites issues de la bourgeoisie, un capital économique et un capital, je dirais, politique, c'est le réseau, pouvoir bénéficier du réseau. Dans les années 1970, un certain nombre de penseurs se sont penchés, avec peu de recul il est vrai, sur le phénomène de 1968, et ils ont évoqué le fait qu'il y avait une conjonction qui s'opérait. Le phénomène libertaire issu de mai 68 s'est conjugué en fait avec un libéralisme économique, lib, et en fait a été en quelque sorte le fourrier par lequel, dans une société de plus en plus individualiste, eh bien, les grands capitalistes pouvaient promouvoir leurs produits, pouvaient promouvoir leurs entreprises. Alors ce phénomène présente un caractère de réalité indéniable. Il ne faut cependant pas faire de mai 68 l'alpha et l'oméga, parce que bien évidemment c'est un phénomène qui se passe dans toutes les grandes démocraties occidentales et qui vient des États-Unis. Notons que la France, avec son système républicain, son organisation étatique jacobino-bonapartiste, d'une certaine façon, a un peu mieux résisté que d'autres pays, en particulier que le monde anglo-saxon, à ce phénomène. Alors, il n'en demeure pas moins que les élites des années 80-90, plus encore 2000, relèvent un petit peu de ce phénomène hérité de mai 68. Emmanuel Macron en étant d'une certaine façon une incarnation, et il me semble particulièrement symbolique que d'anciens 68ards, comme Daniel Cohn-Bendit, aient soutenu
soutenu dans la campagne présidentielle de 2017 Emmanuel Macron. Et chose très très intéressante, et là il y a une forme de reniement. Est-ce que mai 68 est totalement passé de mode? Nous voyons aujourd'hui avec l'application anti-Covid, eh bien Daniel Cohn-Bendit la défendre et d'une certaine façon condamner la liberté. Il faut se protéger, dit Daniel Cohn-Bendit. Il faut être tracé par cette application. Alors ça me semble tout à fait fascinant. Je n'ai rien contre personnellement, la santé est importante bien évidemment, que nous soyons surveillés, mais il me semble tout à fait fascinant de voir que quelqu'un qui était très libertaire, hostile à toutes les normes et au pouvoir d'État, eh bien cautionne ce genre d'application en 2020. Quel retour de l'histoire! Ce que je montre dans mon livre que je vous représente ici, c'est que les années 80 et les années 90 sont indéniablement un tournant, lié justement à cette pensée libérale libertaire. On va voir s'imposer dans le cadre d'une mondialisation eh bien, une élite française ou des élites françaises, mais vous verrez pourquoi j'utilise le singulier, qui basculent vers la mondialisation et vers l'intégration européenne. Je rappellerai que 1986, c'est l'acte unique qui débouchera 6 ans plus tard sur le traité de Maastricht. Je rappelle que 1992, eh bien, c'est la constitution de l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle que c'est l'époque où nous avons, dans l'entourage de Jacques Delors, à la Commission européenne, un certain nombre de personnalités, pourtant de gauche très modérées, je pense à Pascal Lamy, qui vont se faire les principaux promoteurs du capitalisme mondial, du capitalisme libéral et de la réduction des frontières. C'est assez fascinant de reprendre ici, et je le cite dans mon livre, le propos du vice-président britannique de la Commission européenne qui s'appelle Christopher Soames et qui disait que dans les grandes organisations internationales, il était très important de mettre des Français parce que les Français sont ceux qui défendent le moins bien leur nation dans ces grandes organisations internationales. Et d'une certaine façon, ça s'est vérifié. Je rappellerai qu'Alain Minc publie en 1997 un livre très très emblématique qui s'appelle La mondialisation heureuse et qui connaîtra un grand succès. Alors on lui ressort fréquemment, puisque il fait un petit peu, il est le chantre de cette pensée unique qui nous trace une voie dont on a vu aujourd'hui très largement où elle nous a menés. Alors aujourd'hui, les élites, me semble-t-il, font face à effectivement une crise historique de légitimité. Vous savez, cette histoire de la défiance ou de la confiance du peuple en ses élites, c'est un petit peu une sinusoïde. C'est un mouvement qui n'est pas rectiligne. Il y a des temps forts, des temps faibles, mais là, on est dans un temps particulièrement faible de confiance du peuple dans ses élites. On le voit dans un certain nombre d'enquêtes internationales qui sont menées périodiquement. Vous avez un grand sondage Gallup, mais Ipsos à ce type de sondage. YouGov en a également un qu'il a édité en mai dernier au moment de la pandémie où elle nous frappait, nous étions confinés. Et on voit que les Français sont parmi les peuples mondiaux ceux qui ont la plus grande défiance vis-à-vis de leurs élites. Alors à cela, il y a de multiples causes. L'une d'entre elles qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que nos élites en grande partie ont cédé devant la mondialisation libérale et ces élites également sont passées des élites, le pluriel, à une élite au singulier, une super élite. La circulation s'y opère et c'est une bonne chose. C'est un souffle, c'est bien d'avoir des élites souvent qui viennent des milieux économiques, mais là je dirais on atteint des seuils très importants. L'ENA avait été fondée par le général de Gaulle en 1945 pour pouvoir s'appuyer sur une haute fonction publique. Le problème, c'est que très souvent aujourd'hui, les hauts fonctionnaires ont été pantouflés dans l'industrie, dans la haute finance, avec des jeux de va-et-vient qui provoquent parfois des conflits d'intérêts. Alors je ne dis pas qu'Emmanuel Macron a fait preuve de conflit d'intérêts, je reste strictement dans mon rôle d'historien. Je constate malgré tout qu'il a fait l'ENA, il est passé par la banque Rothschild, il est devenu président de la République. Je constate également que son directeur de cabinet a connu exactement le même parcours et qu'un certain nombre de ministres, qu'un certain nombre également de hauts fonctionnaires qu'on retrouve dans les ministères ont connu également ces phénomènes de va-et-vient, ce
qui suscite, dans le cadre de grands scandales qui sont intervenus ces 15 ou 20 dernières années, une défiance généralisée de la population française.